Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 8h19, c'est la ministre déléguée chargée de l'Industrie qui est mon invitée, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour, une ministre cas contact et donc une ministre confinée. Expliquez-moi ce qui vous arrive. Eh bien, j'ai déjeuné il y a une petite dizaine de jours avec quelqu'un qui s'est révélé être Covid positif. Donc, depuis qu'il m'a informé de cette situation, je suis cas contact. Cas contact, ça veut dire que vous êtes isolé pendant 14 jours. J'ai fait un test au bout de 7 jours, puisqu'il faut pouvoir informer d'éventuels cas contact qui serait, si j'étais positif. Il est négatif, mon test, je n'ai pas de symptômes. Donc, dans 4 jours environ, je pourrais revenir à des activités sociales plus classiques. Mais ça veut dire que tout va bien, mais ça veut dire que pour empêcher la diffusion du virus, il faut continuer effectivement à être très vigilant et casser la chaîne de transmission, et je m'y emploie à mon niveau. Mais ça veut dire que vous serez privé de présentation du plan de relance qu'on va appeler France Relance jeudi. Il faudra attendre vendredi pour vous voir en public ? Tout à fait, mais je ne suis pas inquiète puisque avec tous les moyens modernes de diffusion, de téléphonie, vous voyez, on peut se parler. Je peux continuer à être complètement investie dans la préparation du plan de relance aux côtés de Bruno Le Maire et du Premier ministre. Donc je peux vous assurer que l'activité de mon cabinet et de mon ministère est très active. Mais d'ailleurs, on va en parler largement du plan de relance avec vous. D'abord une question, parce qu'on est à J-1 d'une rentrée masquée pour les entreprises en France. On n'est pas complètement au clair encore sur le protocole sanitaire. Est-ce que le gouvernement va le publier aujourd'hui pour connaître tous les cas dérogatoires, toutes les exceptions, pour que certaines entreprises puissent travailler le plus efficacement possible ? En fait, sur le protocole pour les entreprises, vous avez une ligne qui est très claire, c'est le port du masque dès lors qu'on est à l'intérieur et plusieurs par bureau. Et ensuite, c'est au niveau de chaque entreprise et en fonction des spécificités de l'entreprise, par exemple de combien de personnes sont dans le même bureau, de la nature de la ventilation ou de l'extraction de l'air, de la nature des activités, qu'il y aura des dérogations. Mais c'est des dérogations qui sont au cas par cas. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la règle du jeu qui est applicable. C'est que dès lors qu'on est plusieurs et que la pièce est fermée, il faut porter le masque et respecter les gestes barrières. C'est la meilleure protection pour ne pas diffuser le virus. Alors vous êtes une ministre de l'Industrie, j'imagine, comblée, parce que ce plan de relance, c'est un plan qui va être à destination de l'offre, de l'investissement, peut-être, on l'espère, du Made in France. Beaucoup de moyens, les 10 milliards d'euros de baisse des impôts de production. Mais vous savez, on est toujours un peu frustré, on n'est jamais content. Est-ce que ça suffira ? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour qu'effectivement, il y ait un vrai mouvement de relocalisation en Europe et en France ? On sait qu'on est à 10% du PIB pour le secteur industriel aujourd'hui. On a reçu l'UIMM la semaine dernière qui nous disait le risque de détruire 500 000 emplois dans l'industrie. Comment on fait pour éviter ça ? Avec Bruno Le Maire, ce que nous avons voulu construire pour le plan de relance, c'est un plan qui permette de transformer notre économie. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de venir au secours des entreprises, il s'agit de passer un cap et de permettre à notre économie d'être plus compétitive. Comment on fait ça ? On fait ça d'abord en baissant les impôts de production pour retrouver des conditions de compétition qui se rapprochent de celles de nos pays voisins, l'Allemagne pour ne pas le citer, qui a 7 fois moins d'impôts de production pour les entreprises. La deuxième chose, c'est d'accompagner la transformation des entreprises. On les modernise, on va subventionner la modernisation des investissements dans les entreprises. On va subventionner la décarbonation parce que c'est une façon à la fois de faire du bien au climat, mais également de faire du bien à la compétitivité des entreprises, de leur permettre d'avoir des offres attractives sur le marché mondial. Et puis, on va avoir une démarche spécifique pour les relocalisations. J'ai aujourd'hui une enveloppe de plus d'1 milliard pour l'année 2020 pour accompagner ces différentes transitions. Et spécifiquement pour les relocalisations, je peux vous annoncer aujourd'hui que BPI accueille sur son portail tous les projets de relocalisation que peuvent proposer les entreprises et elle les instruira dans les prochains jours dans 5 secteurs: l'agroalimentaire, la santé, l'électronique, les intrants critiques pour l'industrie, c'est-à-dire par exemple des matières chimiques, des principes actifs, et
tout ce qui dépend des techniques industrielles autour du mobile, de la 5G, des objets connectés. Ça veut dire Donc, concrètement, vous voyez, Agnès Pannier-Runacher, que si ça veut dire concrètement que si on est une entreprise, on a un projet dans un de ces 5 domaines, on va sur le site de BPI, on répond à un appel d'offres en quelque sorte, et on peut du coup décrocher une subvention à la relocalisation. Il faut appeler un chat un chat. C'est exactement ça. C'est si vous avez un projet de localisation, de relocalisation, par exemple, vous êtes capable de réinternaliser une partie de l'activité de vos sous-traitants étrangers dans votre usine, mais il faut investir pour cela, il faut ajouter une ligne de production. Alors vous pouvez déposer un projet dès lors qu'il est dans un de ces 5 secteurs. Nous avons diffusé le cahier des charges au mois d'août pour permettre aux entreprises de se préparer. Et moi je dis aux entrepreneurs d'aller effectivement sur le site du ministère de l'économie, sur le site de la BPI pour prendre connaissance de ces dispositifs, parce que l'urgence aujourd'hui, c'est la rapidité d'exécution, c'est l'agilité. Nous nous sommes dotés de tous les moyens, et pour répondre à votre question, comment faire en sorte que l'industrie recrée ou ne soit pas trop fortement impactée par la crise, c'est justement d'être dans le mouvement, d'être dans l'investissement dans le futur. Nous avons les moyens, nous avons les outils. Aux entreprises de s'en saisir, nous devons marcher main dans la main dans les prochaines semaines pour inverser la tendance. Alors c'est évidemment clé d'investir dans justement les secteurs d'avenir. Tout à l'heure, j'avais comme invité Laurent Bigorgne, le directeur de l'Institut Montaigne, qui, vous savez, en général, a l'oreille du président de la République. Il me disait, on va peut-être pas assez vite sur certains secteurs stratégiques. Par exemple, l'hybride. Il nous rappelait que les Allemands avaient mis le gouvernement allemand avait mis 9 milliards d'euros sur la table pour aider les industriels. Est-ce qu'on en fait autant ? Je pense que vous parlez de l'hydrogène. L'hydrogène, pardon, l'hydrogène. Oui, sur l'hydrogène, nous allons effectivement annoncer dans les prochains jours un plan sur l'hydrogène. Et ce plan, il va viser à développer des capacités de production industrielle. Aujourd'hui, en France, nous avons beaucoup de composants dans la production de l'hydrogène, mais ce sont souvent des entreprises de taille modeste et la chaîne de production n'est pas complètement structurée. C'est ça. À la différence de l'Allemagne, l'enjeu n'est pas d'équiper en infrastructure d'hydrogène, parce que si on allait dans cette direction, on achèterait des solutions étrangères et finalement, certes, on répondrait aux défis climatiques, mais pas aux défis industriels. Nous, notre enjeu, c'est de renforcer et d'accélérer nos défis, la structuration de l'industrie hydrogène en France. On a démarré, on a déjà 2 projets hydrogène qui sont financés en recherche et développement dans le cadre du plan automobile. Donc vous voyez, nous ne restons pas non plus inactifs sur ce sujet-là. Alors on parle de l'hydrogène, on va parler aussi de l'électrique pour l'automobile avec une autre interpellation, un autre invité. C'était Jean-Philippe Imparato, le directeur général de Peugeot, qui était notre invité tout à l'heure. Il m'a dit, dites à la ministre, on veut plus de primes, mais on veut des prises. On veut des prises électriques parce que on voit un basculement complet des consommateurs vers le véhicule électrique, mais les infrastructures ne sont pas encore là. Alors, déjà, je crois qu'il faut souligner que c'est les primes qui ont permis de faire basculer le marché et de le faire basculer dans un sens et dans un mode d'accélération qui est du jamais vu en France. C'est Donc, vrai. Nous sommes en train de réussir le pari que nous avions formulé, de transformer notre flotte automobile et de faire préférer l'électrique aux Français. C'est une très bonne nouvelle. Et ces primes, elles sont essentielles pour que beaucoup de Français aient accès à des véhicules qui sont plus chers que les véhicules thermiques. Vous allez continuer les primes parce qu'on va arriver à l'épuisement des 200 000. Vous allez les proroger ? Nous allons probablement les proroger, mais en étant encore plus exigeants sur le contenu environnemental. C'est une dimension qui est importante, c'est-à-dire il faut amorcer le marché et il faut ensuite essayer de resserrer de plus en plus vers un contenu environnemental renforcé. Et les prises, les prises, ouais. C'est un sujet très important. On en a aujourd'hui 24 000. Et Jean-Baptiste Djebbari avait été très clair dès le mois de mai en disant que notre objectif était d'en avoir 100 000. 100 000 à l'horizon 2022. Objectif qu'il souhaitait encore accélérer de façon à pouvoir développer l'industrie électrique, enfin du véhicule électrique, avec l'appui des infrastructures électriques. Donc vous voyez, c'est aussi un sujet sur lequel nous avons des financements et l'enjeu est aujourd'hui d'exécution, c'est-à-dire d'aller suffisamment vite avec les équipes sur le terrain pour mettre en place
ces bornes de recharge, en particulier sur les autoroutes. J'ai une dernière question. Est-ce que quand on est au gouvernement, on n'est pas tenté de freiner les restructurations, d'empêcher ce qu'on appelle les destructions créatrices? Par exemple, regardez Smartville, l'usine de la Smart à Ambars. Vous avez plaidé pour que le repreneur s'engage à davantage de reprises d'emploi et pour que Mercedes reporte de 2 ans la fermeture de son site. Est-ce que c'est le rôle de l'État de freiner un peu des restructurations qui parfois sont nécessaires? Je ne suis pas sûre que sur Ambars, les restructurations soient nécessaires. En réalité, c'est une usine qui est extrêmement moderne, avec 1600 salariés de Daimler ou salariés de leurs sous-traitants, de ses sous-traitants, et dont les qualités de compétitivité sont reconnues. Donc là, on ne peut pas... Mais ça, vous savez mieux ça que l'actionnaire allemand. On doit se battre pour ce site qui a toutes les compétences et qui a toutes les qualités pour rester dans la course mondiale. Et pour le faire, effectivement, nous sommes à la manœuvre, je suis à la manœuvre, j'ai reçu à plusieurs reprises le patron d'Ineos, le patron de Daimler. Nous essayons de leur faire construire un plan qui permette de maintenir l'empreinte industrielle, parce que lorsque vous avez une fermeture, il est beaucoup plus difficile de revenir et de recréer l'emploi industriel que lorsque vous accompagnez une reprise. Et on a vu des reprises réussies, c'est des rebonds. Il y a 2 ans, lorsqu'on est intervenu avec Bruno Le Maire sur Ascoval, tout le monde nous prenait pour des fous en disant qu'on ne serait pas capable de le faire. Aujourd'hui, l'entreprise poursuit son activité, elle s'est diversifiée, elle est en train de fabriquer les rails de la SNCF, elle est une des rares aciéries électriques européennes, c'est-à-dire qu'elle a une empreinte carbone qui est beaucoup moins polluante que ses concurrentes, et tout le monde se félicite de cette situation. Eh bien, c'est ça la politique industrielle, c'est être déterminé et c'est de faire preuve d'un volontarisme politique qui soit pas dans le déni de l'économie de marché, mais au contraire, qui tienne compte de l'économie de marché et qui cherche à renforcer notre compétitivité. Vous n'avez donc pas renoncé à l'État stratège, Agnès Pannier-Runacher. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée dans Good Morning Business.